Bonjour chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, bienvenue sur votre nouveau numéro de l'émission Éducar sur la chaîne Télé-École, la chaîne 100% éducation. Donc aujourd'hui nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau de Éducar sur la chaîne Télé-École le directeur général de l'École nationale des arts et métiers de la culture, M. Aboubakr Thiam. Bonjour M. Fofana. Bonjour M. Thiam. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Donc, comme vous le savez tous, au niveau de cette émission Éducar, on va forcément parler d'art et de culture. Mais l'objet de notre émission aujourd'hui va porter surtout sur l'éducation artistique et plus particulièrement au niveau de l'École nationale des arts et métiers de la culture. Donc, vous êtes le DG de l'École nationale des arts et métiers de la culture, ENAMC, qui a remplacé l'École nationale des arts. Donc, Monsieur Aboubakr Thiam, vous qui êtes DG de l'École nationale des arts, on a vu qu'au niveau de votre CV, vous avez fait un parcours qui est très riche et élogieux. Donc, qu'on ne va pas prendre le risque de présenter, on va vous laisser le soin vraiment de nous parler de vous et de nous dire un peu votre cursus, la formation, le trajet que vous avez eu au niveau des arts. Voilà, merci beaucoup M. Fofana, déjà pour l'opportunité que vous me donnez pour justement parler de ma modeste personne et au-delà de l'École nationale des arts et métiers de la culture à travers votre télévision, Télé-École. Je dirais que je suis un professeur d'éducation artistique en amont parce que j'ai été formé à l'École nationale des arts, autrement appelée École nationale des arts à l'époque, où j'ai suivi la formation de 1996 à 2000. Donc une formation d'élève professeur d'éducation artistique plastique. Et antérieurement, j'étais à la faculté des lettres, plus précisément au département d'anglais. Donc j'avais commencé par la formation continue, par les cours du soir. Je m'étais inscrit pour suivre justement la formation parce que j'avais un penchant quand même pour les arts plastiques. Et 2 ans durant cette formation en formation continue, j'ai senti le dessus primé sur le département d'anglais. Raison pour laquelle, en fait, j'ai fait le concours d'entrée et heureusement, Dieu merci, je l'ai réussi et j'ai suivi la formation. Donc, j'ai fait 4 années à l'École nationale des arts et à l'issue desquelles j'ai été sanctionné par une affectation comme professeur d'éducation artistique. Étant donné aussi que j'avais une certaine vocation sur la communication visuelle, la communication numérique, donc j'ai fait un master justement sur la communication numérique, en exerçant parallèlement au niveau de mon collège d'enseignement moyen où j'étais professeur d'éducation artistique. Donc après le master, après une dizaine d'années d'exercice, j'ai été détaché justement au niveau du ministère de la Culture comme professeur d'éducation artistique, en graphisme, couleur, expression et en communication visuelle. Et fort de cette expérience-là, j'ai eu à capitaliser aussi des études justement pour valoriser cette expérience en communication numérique en Chine, à Guangzhou, à Sharjah, à l'Académie des arts de Sharjah, à Dubaï, à Trèves-Trieux en Allemagne, et aussi par des voyages d'études que j'ai eu à faire au Canada, au niveau de la TELUC, et à l'INSA, c'est-à-dire à Lyon, en France. Donc du coup, c'est ce qui m'a permis justement de capitaliser aussi une certaine expérience concernant le numérique. Voilà, la communication numérique, vraiment dans la pratique, dans le sens vraiment aigu des choses. Et justement, j'ai été rappelé à l'École nationale des arts comme professeur. Et je crois que c'est entre 2015 et 2017, je n'ai pas duré, et j'ai été recruté aussi par l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane. D'abord en tant que chef de service multimédia, parce qu'il fallait mettre à profit l'expertise en multimédia. Et ensuite, j'ai été recruté comme enseignant-chercheur. Et quand je suis devenu enseignant-chercheur là-bas, j'ai eu à diriger le département multimédia, Internet et communication pendant 3 années. Ensuite, le département art graphique et numérique pendant 2 années, avant d'être le président de la cellule numérique, cellule dans laquelle nous avons 5 programmes de licence, dont la licence multimédia, Internet, communication, art graphique et numérique, informatique et développement d'applications, communication digitale. Et nous avons aussi des programmes de master, comme le master en
informatique et conception développement d'applications et le master en multimédia et communication digitale. Voilà donc le grand département que j'ai dirigé au niveau de l'université numérique chez Hamidou Kane. Et partant de cela, c'est là d'où est venue véritablement la nomination en tant que directeur général de l'École nationale des arts et métiers de la culture. Ok, merci beaucoup M. Cham. Et comme vous venez de le voir, vraiment un parcours qui est très riche et très élogieux. Et concernant toujours l'École nationale des arts et métiers de la culture, on quitte l'École nationale des arts en École nationale des arts et métiers de la culture. C'est juste un simple changement de nom ou bien une réforme profonde. Pouvez-vous nous en dire plus? Très bien. Donc là, il s'agit d'une réforme qui est profonde. Okay. Parce que quand il s'agit de parler de l'École nationale des arts, déjà avec cette appellation depuis 1995, parce que depuis 1960, cette école a existé. Vous voyez, avec le nom de l'école de Dakar, ensuite ça a évolué en institut. Vous voyez, il y avait aussi le conservatoire de musique. Mais en 1995, nous en parlons de l'École nationale des beaux-arts. Des beaux-arts. Et maintenant, l'École nationale des arts a subi des mutations tant au niveau de la réforme sur le plan institutionnel pour quitter l'École nationale des arts et devenir l'École nationale des arts et métiers de la culture. Donc, à travers cette réforme, il faut comprendre que il y a vraiment un chamboulement du renouveau qui est apporté justement à cette école-là, tant au niveau des curricula de formation, tant aussi sur le plan institutionnel. C'est-à-dire c'est un décret qui est venu accompagner vraiment de profondes mutations. Et quand il s'agit justement de cette évolution avec la technologie, il y a beaucoup de nouveautés qui apparaissent en phase avec les curricula de formation que l'on enseignait à l'École nationale des arts. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de graphisme, d'art graphique, sans parler par exemple, de l'infographie. Effectivement. On ne peut pas parler de la musique sans pour autant parler de la musique assistée par ordinateur. Aujourd'hui, on ne peut pas parler, par exemple, de l'architecture sans pour autant faire fi de ces nouveaux modes de traitement d'images, de conception, de plans, de modélisation 3D, d'animation, etc. J'en passe. Vous voyez, on ne peut pas aussi parler aujourd'hui de curricula de la formation au niveau de l'École nationale des arts sans parler de la technologie du son, de la lumière, etc. Donc tout ça, ça a été pris en charge par la réforme. Et c'est ce qui fait que, véritablement, les curricula de formation sont vraiment revus en profondeur. Ok. Concernant surtout la formation et des filières qui existent au niveau de l'ENAMC, et comme vous venez de le dire, quand on parle de l'École nationale des arts et métiers de la culture, il y a beaucoup au niveau de l'enseignement-apprentissage, il y a donc beaucoup de filières qui vont entrer en jeu, en plus de ce qui existe déjà. Pouvez-vous nous en dire plus concernant surtout les filières au niveau de l'ENAMC? Oui, concernant les filières, vous savez, quand on parle de la technologie et de justement l'avènement de cet aspect numérique comme support qui vient accompagner ces curricula pédagogiques, comme exemple, je dirais les arts médiatiques et cinématographiques. Dans arts médiatiques et cinématographiques, vous savez, nous avions un procédé traditionnel de parler, par exemple, de la bande dessinée. Mais ça a évolué, on parle aujourd'hui des webtoons. Pour donner la possibilité, aussi bien qu'on peut avoir du présentiel, du matériel, la bande dessinée qu'on peut, on peut avoir aussi les webtoons qu'on peut consulter à travers les tablettes, le smartphone, les téléphones, la télévision aussi. Vous voyez, donc cet aspect-là est pris en compte au niveau, par exemple, des arts médiatiques et cinématographiques. Et si nous allons plus loin dans notre réflexion, en dehors de justement cet aspect webtoon, nous avons par exemple l'animation vidéo. L'animation vidéo, tout en sachant que on démarre par un processus simple de la tablette du dessin digital, avec la tablette graphique. Donc ce qui permet de quitter l'aspect 2D avec le crayon, la gomme, etc., dont on n'a plus besoin. Bon, on en a besoin, mais on évolue vers autre chose. Le stylet avec la tablette qu'on peut facilement animer pour contextualiser. Exactement. Parce qu'un temps, pour justement faire une animation, il fallait faire une succession d'images pour créer une interpolation de mouvement. Mais aujourd'hui, avec ce même dessin que tu peux faire sur une tablette graphique, il suffit de modifier
les mouvements de créer justement des personnes annexes, c'est-à-dire c'est des calques qu'on duplique pour reprendre le même personnage, pour simplement opérer des modifications et pour justement, vous voyez, pour faire une animation. Donc ça, ce sont des aspects qui peuvent, du moins qui vont entrer en jeu au niveau de ces curricula de formation. Pour exemple, art médiatique et cinématographique, nous avons aussi le corps des conseillers aux affaires culturelles. Le corps des conseillers aux voilà, affaires culturelles. donc ce sont les conseillers culturels qui sont au niveau du corps diplomatique, justement, qui vont mettre en œuvre la politique culturelle d'un pays par rapport à son secteur auquel il est affecté. Okay. Et j'en passe. Le corps des professeurs d'art dramatique, vous voyez, donc il y avait le DAS, ce qu'on appelle le DAS, la division des arts scéniques. C'était une division à partir de laquelle on recrutait à partir soit du brevet moyen d'études ou autrement dit du certificat d'études. Vous voyez, donc là c'est une nouvelle approche qui est donnée pour donner des compétences à des professeurs qui sont ou qui seront capables d'exercer dans les lycées et collèges. Vous voyez. Et ça, pour moi, ce sont des aspects qui sont importants. Et sans oublier le fait que, par exemple, sur le département qu'on appelle les arts visuels, l'architecture. Et l'architecture aussi va scier avec les nouvelles technologies. Vous voyez, avec les énergies renouvelables et tout ça, sont des concepts sur lesquels il faut que les apprenants se familiarisent et aient pas mal de compétences et vraiment qu'ils soient outillés pour faire face au monde du travail. Vous voyez. Et ça, vraiment, c'est des préoccupations qui sont édictées d'ailleurs par la tutelle, le ministère, par des recommandations justement du chef de l'État. Parce que quand on parle d'École nationale des arts et métiers de la culture, dans le métier, c'est véritablement l'employabilité. Voilà, que ces jeunes soient formés et qu'ils soient opérationnels, puissent faire quelque chose à la sortie de la formation. Que ces jeunes soient vraiment formés, outillés et qu'ils accèdent directement, c'est-à-dire dans cette maillon-là de chaîne, de cette construction-là que nous avons de notre sphère publique, aussi bien professionnelle que sociale. On a parlé des filières de formation. Et là même, vous avez répondu à la question portant surtout sur les offres de formation et la pertinence, mais je vois qu'il y a des contraintes quand même au niveau de cet établissement ou bien de l'élaboration de ces filières données. Il y a toujours des problèmes qui sont notés. Quelles sont les principales contraintes que vous avez notées dans la formation des étudiants au niveau de l'ENAMC? Voilà, et ce constat, je dirais que j'irais l'inclure dans ce qu'on appelle un état des lieux. Parce qu'en fait, pour faire justement cette mutation de l'ENA vers l'ENAMC, dans cet état des lieux, les contraintes qui étaient liées, c'était véritablement des ressources humaines. Des ressources humaines parce que au niveau de l'école, on fait beaucoup appel à des professionnels, à des vacataires, selon des spécialités bien définies. Pour animer les cours. Exactement, pour animer des cours, en dehors maintenant des ressources qui sont à l'interne, c'est-à-dire les permanents. Vous voyez, donc vous dire qu'il faut beaucoup de ressources humaines, en réalité, pour venir prêter main forte. Effectivement, pour ce que vous venez d'énumérer comme filière et tâches quand même, il faudra en recruter beaucoup. Exactement. Et ça, je dirais heureusement que la tutelle l'a compris parce qu'en fait, elle nous a devancé un peu plus sur ces attentes-là. Il y a pas mal d'initiatives qui ont été prises, parce que là, au moment où je vous parle, je suis souvent interpellé justement par la fonction publique, à savoir véritablement l'état d'avancement des besoins pour qu'ils soient pris en charge par la fonction publique. Donc ça veut dire qu'en amont, il y a un travail qui a été fait. Vous voyez. Et la seconde contrainte que je vais conjuguer au passé, c'est toujours le problème qui est lié aux sites ou les sites dans lesquels l'école se trouve répartie, la direction et la formation des formateurs au niveau de la VDN. Et là, pas plus tard qu'hier, j'ai tenu une séance de travail avec Madame la ministre, justement, qui a eu des avancées très notoires sur ce point-là, pour un projet de déménager de manière incessante, justement, cette école-là, pour rassembler les deux départements
dans un même endroit. Donc vous voyez que toujours la tutelle est un peu en amont sur ça. Et comprenant justement les enjeux, parce que le chef de l'État aussi a donné des instructions à ce que véritablement l'ENAMC puisse redorer le blason. Exactement. Parce que tous les pays de la sous-région, les instituts d'art sont tous inspirés de l'École nationale des arts. Vous voyez, aujourd'hui, ils en sont vraiment à une vitesse de croisière que les autorités aussi, conscientes de cet aspect-là, nous exhortent véritablement à opérer cette vitesse de croisière-là pour justement montrer cette haute facette de l'École nationale des arts et métiers de la culture. Donc, vous qui venez de suivre l'émission, nous avons aujourd'hui comme invité M. Aboubakr Thiam, qui est le directeur général de l'École nationale des arts et métiers de la culture. Toujours, M. Thiam, si on peut revenir sur le recrutement des élèves professeurs. Parce que comme vous venez de le dire, au niveau de l'ENAMC, on forme aussi des élèves professeurs. Et quelle appréciation faites-vous des quotas de recrutement des élèves professeurs d'éducation artistique et musicale au niveau de l'École nationale des arts, vu aussi le déficit d'enseignants que nous avons au niveau de ces disciplines artistiques, qui sont d'ailleurs traitées des fois en parents pauvres? Quelle appréciation faites-vous? Oui, tout à fait. J'ai une appréciation quand même qui est assez, je dirais, horizontale de la chose, parce que c'est un constat. Quand c'est un fait, c'est factuel, voilà, tout le monde le constate. Donc, il y a un manque, il y a un gap, effectivement. Et d'ailleurs, nous, la manière, en fait, dont on recrute ces quotas, c'est que ces effectifs-là sont des commandes qui viennent du ministère de l'Éducation. Par rapport aux besoins, ils font des commandes. Et par rapport à cette commande-là, nous, au niveau de l'École nationale des arts et métiers de la culture, nous allons voir, compte tenu de notre capacité d'accueil, compte tenu des locaux dans lesquels nous pouvons les recevoir, voir les effectifs qu'on peut former et mettre à la disposition du ministère de l'Éducation nationale. Donc tel est le schéma par lequel, en fait, on travaille avec le ministère de l'Éducation. Mais si aujourd'hui, on a un espace qui puisse nous permettre d'en prendre plus, avec l'accompagnement, les nombres de bourses et tout ça, tout ce qui sied au budget, cela va sans dire. Le but, c'est véritablement d'en former plus pour résorber ce gap-là. Voilà. Mais là, c'est la commande qui vient de l'Éducation nationale qui commande, en fait, qui est le soubassement en réalité de tout ça. Effectivement. Donc la commande qui vient du ministère de l'Éducation nationale, et comme vous venez de le dire aussi, c'est-à-dire la physionomie de l'établissement, là où se trouve l'ENAMC, et comme vous l'avez dit, si on arrive à délocaliser le site, peut-être qu'avec l'espace que nous aurons, pourrait contenir ce nombre d'étudiants ou bien d'élèves que l'ENAMC veut former pour atteindre les objectifs, comme vous venez de le dire. Donc c'est par décret du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que vous êtes au niveau de l'ENAMC. Donc il va aussi, comme vous venez de le dire, d'atteindre l'objectif concernant l'éducation en matière d'art surtout et de culture au niveau du Sénégal. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane. Quelle place donnez-vous au numérique dans les curricula à l'ENAMC? D'autant plus qu'on parle, vous venez de le dire, de l'intelligence artificielle, surtout, et quand on parle aussi de l'architecture aussi, qui est beaucoup plus maintenant orientée vers le numérique que le côté, comment dirais-je, pratique en tant que tel. Mais quelle est donc cette place que vous donnez au curricula de l'enseignement numérique au niveau de l'ENAMC? Oui, pour moi, l'enseignement de ces curricula embarqués par le numérique, c'est de manière véritablement incontournable. Parce que pour moi, il faut qu'on ne regarde plus dans le rétroviseur, mais qu'on aille justement avec cette technologie-là, qu'on aille avec l'intelligence artificielle, qui nous offre en fait d'énormes possibilités avec ce que nous faisons. Je vais prendre un exemple tout à fait simple. J'ai eu à participer à un débat, une conférence qui a eu lieu à l'IFAN. Il y avait des artistes, je crois que c'est des Tunisiens qui étaient invités. Donc pour parler un peu de leur création artistique et tout ça. Donc j'avais interpellé le monsieur pour lui demander quelle est la place qu'occupe l'intelligence artificielle dans sa démarche artistique.
Donc c'est une question qu'il avait un peu mal prise, parce que tout simplement, il s'est mis dans une posture où il refuse d'exploiter l'intelligence artificielle quand il faut travailler. Et c'était une position qui était un peu paradoxe par rapport à la manière dont je vois les choses. Parce qu'aujourd'hui, rien que pour communiquer aujourd'hui, nous sommes dans le digital. Là, ça peut être une transmission instantanée, on peut nous suivre en Asie ou un peu partout dans le monde. Effectivement. Ça, c'est par la magie du numérique. Si aujourd'hui, je prends l'exemple du Covid-19, où nous n'avions pas la possibilité de faire des productions artistiques et de faire des expos, des workshops. voilà, très bien, en présentiel. Ce qui nous permettait de le faire, c'est justement la création de galeries virtuelles par lesquelles l'artiste, non seulement en étant chez lui, de faire ses productions, de les exposer à travers une galerie où l'individu est chez lui, à travers son téléphone ou sa télévision, pouvait voir, apprécier, même se promener à l'intérieur de la galerie et porter son choix sur ces œuvres-là. Ça, c'est par exemple la magie du numérique qui nous permet de le faire. Si je vais plus loin au niveau de ma réflexion, je prends l'exemple du logiciel graphique comme Photoshop. Si je décide de travailler sur une surface, un tableau qui fait 8 mètres carrés, 4 mètres sur 2 mètres, je crée mon arrière-plan sur les mêmes dimensions. Pour faire en présentiel ce dégradé-là, traiter mon arrière-plan avec mon pinceau, avec la peinture, ça peut me prendre 2 à 3 heures, 3 tours d'horloge. Mais avec l'application, je définis mon cadre, en un clic, en 5 secondes, j'ai mon dégradé qui est aplati sur mon papier. Ça, ces applications-là sont issues justement du processus de transformation ou de création à travers l'intelligence artificielle. Et j'en passe. On peut prendre plusieurs exemples comme ça. Et une école d'art de nos jours qui doit axer ses créations ou ses curricula de formation sur la production, sur la créativité, pour moi, il est d'une évidence que les jeunes doivent être assez outillés pour allier le savoir traditionnel avec la manipulation du crayon, du pinceau, et en plus de l'intelligence artificielle, ça veut dire que d'un bout à l'autre, l'étudiant sera assez outillé pour se faire valoir dans le marché du travail. Parce que si tel n'est pas le cas, on peut par exemple le mettre en situation qu'il quitte l'ENAMC par exemple pour aller faire un voyage d'études au niveau d'une académie en Italie par exemple. S'il va là-bas, il n'a même pas la possibilité d'utiliser un ordinateur pour travailler de pair avec ses collègues qu'il retrouve sur place. Vous voyez, il va être un véritable analphabète. Analphabète, oui. Vous voyez. Et pour moi, nos étudiants, nos apprenants doivent être assez outillés, leur donner un maximum de compétences pour qu'ils soient plus compétitifs que leurs pairs. Moi, c'est la vision que j'ai des choses. Donc, des étudiants qui doivent être plus outillés et plus compétitifs que leurs pairs ou bien ceux qu'on a déjà formés au niveau de l'ENAMC. Donc là, on est d'accord que les curricula concernant le numérique, ça colle bien aux objectifs de l'ENAMC. Et d'ailleurs, vous avez répondu à la question concernant l'intelligence artificielle et que vous jugez comme étant quelque chose de vraiment bénéfique, surtout à l'aune de ce siècle là où nous sommes. Il est incontournable de faire de l'activité artistique ou bien des arts sans pour autant parler du secteur numérique en tant que tel. Oui, oui, effectivement d'ailleurs. Et pour la plupart, j'ai souvent eu des feedbacks des gens en fait qui sont un peu craintifs de l'intelligence artificielle. Puisque dans certains métiers, ils vont se dire que voilà, l'intelligence artificielle, ça dénature. Exactement, ça dénature, ou bien ça prend la place de, par exemple, d'un scénariste. Effectivement. Vous voyez, ou bien ça va prendre la place de XY, d'un cadreur, par exemple, parce qu'on a des caméras qui sont intelligentes de nos jours. Mais le but, c'est justement d'aller plus loin, parce que le cadreur, il est tenu de se former par rapport à ces technologies-là. Parce que dans toute création, il y a un revers. La partie maintenance, aujourd'hui, la machine, elle peut être une machine intelligente. Mais en cas de panne,
ou, par exemple, quand il faut créer des algorithmes pour les utiliser, c'est l'homme qui est derrière. S'il y a, par exemple, des aspects liés à la maintenance, c'est l'homme qui est toujours derrière. Vous voyez. Et de plus, si vous regardez dans le cadre politique, on entend parler du New Deal technologique de nos jours, mais c'est en rapport avec ça. Placer le numérique, le dispositif, au cœur de tous les secteurs d'activité. Que les gens puissent être capables de pouvoir utiliser le numérique pour travailler. Au niveau des états civils, regardez par exemple le principe de la digitalisation aujourd'hui des assurances pour les véhicules. Vous voyez, vous prenez une assurance, vous l'avez, c'est embarqué sur votre téléphone, l'agent de circulation n'a plus besoin de vous demander votre assurance, rien qu'à regarder votre plaque d'immatriculation, il peut très rapidement interroger son lecteur et savoir si vous êtes en règle ou pas. Et ça, c'est des avancées. Maintenant, celui qui l'utilise, il a été formé pour. Ça veut dire qu'il ne perd pas son job, en quelque sorte. Ceux qui ont créé cette application, il y a une équipe qui est derrière pour veiller à la maintenance de ça. Et même au niveau des arts et tout ça, c'est pareil. Donc la machine, elle est là pour être utilisée par quelqu'un. Et de plus, la créativité, elle est irremplaçable. Parce que ça fait partie du génie créateur de l'être humain. Les émotions qu'on crée à travers les tableaux et tout ça, c'est parce qu'il y a une matière grise, une question de sensibilité. On interroge des émotions. C'est une conjugaison en fait de tous ces facteurs-là qu'on adosse sur la machine pour qu'elle nous donne un résultat à travers l'intelligence artificielle. Vous voyez, c'est pourquoi moi ce concept de créativité, il a toujours sa valeur, il a toujours sa place, il a toujours sa force. Et l'intelligence artificielle ne pourra en aucun cas le dénaturer. Mais quand on parle aussi des concepts tels que des droits d'auteur, des droits de voisin et les copies privées, et on parle du numérique en même temps, vous ne trouvez pas qu'il y a des problèmes des fois au niveau de ces copies privées ou bien des droits d'auteur que nous avons, les droits de voisin? Effectivement, là vous avez bien raison. Et je crois que cette question-là suscite pas mal d'interrogations. Et jusqu'au moment où je vous parle, en fait, sur le plan juridique, il y a un travail qui est en train de se faire. Parce que ça n'a pas été pris en compte en amont, parce que la technologie avance à une vitesse exponentielle. Tant qu'il y a des évolutions dans ce sens, les textes juridiques aussi vont évoluer pour accompagner cela. Et pour dire que vous avez parfaitement raison, c'est des choses qui sont là. Et peut-être comme c'est un travail juridique qui est en train de se faire, certainement il y aura des lois qui vont venir justement pour encadrer cela. Parce que la copie privée et tout ça, c'est de facto, il faut le reconnaître. Bon, c'est venu tel que ça se présente. Maintenant, bon, il faut seulement qu'on attende justement qu'il y ait une évolution de ces lois-là pour que ça puisse encadrer justement cela. Ok, merci beaucoup, Monsieur Thiam. Ceux qui viennent de prendre vraiment l'émission en marche, donc nous vous rappelons que nous avons comme invité aujourd'hui Monsieur Aboubakar Thiam, qui est le directeur général de l'ENAMC, qui est l'École nationale des arts et métiers de la culture. Donc toujours au niveau de ces disciplines artistiques, vous savez qu'on en parle partout. On dit que c'est des disciplines qui sont généralement traitées en parents pauvres dans nos écoles. Maintenant, quelle appréciation faites-vous de cette situation, surtout? Oui, à ce niveau, moi, l'appréciation que j'en fais, c'est qu'il y a d'abord une équivalence qu'il faut qu'on règle dans un premier temps. C'est le niveau de diplôme avec lequel les professeurs d'éducation artistique sortent de l'école. Parce qu'autrefois, on parlait de la maîtrise. Mais aujourd'hui, il y a le master, le niveau du master. Et tant qu'il faut faire l'équivalence au niveau de la fonction publique, pour certains, c'est 3 années de formation plus une année de stage. Mais, nonobstant cela, on va parler de bac plus 4. Mais l'idée pour moi, c'est qu'on puisse faire le rallongement de l'offre de formation jusqu'à 5 années qui puisse permettre à l'élève professeur de sortir avec un niveau master. Et qu'il puisse être classé au même titre que ses pairs
qui ont eu le diplôme de master, dans les autres filières de formation, qui sortent soit de la FASTEF ou dans les autres écoles de formation professionnelle. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, c'est qu'il y a aussi un travail au niveau de la fonction publique. Au niveau de la fonction publique. Au niveau de la fonction publique. Entre le ministère de l'Éducation, le ministère de la fonction publique et notre ministère de tutelle. C'est-à-dire un travail tripartite qui puisse être fait pour ce reclassement. Et ça aussi, ça fait partie des directives qui me sont données par la tutelle pour y travailler, pour justement avoir une issue heureuse au niveau de ce reclassement-là, au niveau de la fonction publique. Ça fait partie des recommandations que j'ai eues venant du ministère, c'est-à-dire de Madame le ministre. Et vraiment, c'est des paradigmes auxquels vraiment elle tient à ce qu'on puisse régler ce problème-là, parce que, véritablement, on sait que notre matière est cotée en coefficient 1, d'abord. Ensuite, c'est une épreuve facultative. Mais pour moi, l'idée, c'est que cette discipline-là puisse se départir du coefficient 1 et puisse être une discipline facultative. Justement, quelle est cette proposition, donc les propositions que vous allez faire? Surtout parce qu'on en a déjà parlé, c'est du point de vue administratif et des ministères tutelles. Mais là, comme vous venez de le voir, on entre au niveau des établissements. Quels sont les changements qui doivent être opérés pour vraiment revaloriser ces disciplines-là au niveau de ces établissements? Ces changements-là, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est le rallongement de la durée de formation pour avoir le niveau master à la sortie. Ce qui va permettre au niveau de la fonction publique, comme j'ai dit tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait un accord tripartite entre le ministère de l'Éducation, celui de la fonction publique, et nous, pour notre ministère, ça ne posera pas un problème. Parce que le reclassement au niveau de la fonction publique va consister à faire justement un alignement. Une fois que le diplôme de master est véritablement accordé à l'issue de l'offre de formation. Donc, à notre niveau, en amont, ce qu'on peut faire, c'est justement travailler sur l'offre de formation rallongée jusqu'à 5 années de formation pour que l'élève professeur qui sorte au terme de sa formation-là, justement puisse avoir ce diplôme-là et savoir que s'il est aligné, on ne sera pas obligé de dire que c'est 3 ans plus 1 an pour l'insérer dans un corps spécial, les professeurs d'éducation artistique, etc. Mais que ça puisse s'aligner avec une hiérarchie conforme à celle qui est de ses pairs des autres écoles de formation. Effectivement. Merci beaucoup pour ces réponses. Là, je pense que vraiment, c'est des réponses qui sont très claires pour le public qui est en train de nous suivre, les téléspectateurs surtout. Et vraiment, on peut parler aussi de ce partenariat que vous êtes en train de faire au niveau de l'ENAMC depuis votre prise de fonction. Vous essayez un peu de vous agiter par-ci, par-là, pour essayer de rencontrer surtout des gens que vous pouvez impliquer dans ce processus de formation de ces jeunes diplômés. Et ça aussi, il faut le reconnaître parce que les preuves sont là et sont palpables. Mais qu'est-ce que vous pouvez vraiment nous en dire, ce partenariat que vous tissez entre les institutions venant des autres pays, surtout, et quelle est le plus-value que vous avez par rapport? Voilà, merci beaucoup aussi pour cette question qui est pertinente. Au niveau du partenariat et de la coopération, il y avait un travail important qui avait été fait par mes collaborateurs, mais sur la vision que j'ai pour l'École nationale des arts et métiers de la culture, il va s'agir d'abord de s'ouvrir, d'ouvrir l'école et de permettre vraiment à nos collaborateurs qui se trouvent ailleurs et qui étaient véritablement intéressés par cette école-là, de puisse leur donner la possibilité de venir. Et ce comment? D'abord en les rendant visite pour leur dire, leur manifester notre désir vraiment d'aller dans le sens d'appliquer la réforme. D'alumni des anciens de l'École nationale des arts. Et de les associer dans ce processus de transformation. Parce que on a un maillage qui permet justement de nous baser sur ces ressources humaines-là, qui sont pétries de talent, qui ont des compétences et qui sont très réseautées. Qui peuvent apporter plus. Exactement. Donc si on les met à contribution, vous allez voir que ce travail-là
va se décharger en réalité de la direction générale vers les structures dans lesquelles ils sont. D'abord, et ensuite, chemin faisant, si on voit le corps diplomatique, chaque corps diplomatique représente son pays. Et dans ces pays-là, ils ont au moins un ou plusieurs institutions de formation d'art qui n'attendent que d'avoir le terrain propice pour venir signer une convention ou des accords de partenariat. Et dans un second temps, pour moi, de nos jours, les étudiants qui sont formés doivent avoir la possibilité d'aller voir ce que les autres font ailleurs. Et il y a des programmes comme Erasmus qui sont là et qui donnent ces possibilités-là. Donc pour moi, il est évident qu'il faut les exploiter, donner cette opportunité aux étudiants pour qu'ils puissent aller voir ce qui se fait ailleurs, d'accueillir les autres étudiants pour qu'ils puissent venir travailler avec les nôtres, pour qu'ils savent la valeur de ce qu'ils apprennent ici et leur capacité en termes de mise en œuvre. Et il en est de même aussi pour les enseignants. Ceux qui enseignent là-bas, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, de se faire former pendant un certain temps, à travers des voyages d'études, des renforcements de capacité, pour revenir mieux outillés pour faire valoir le savoir. Et je ne compte pas m'en arrêter là, même le personnel administratif qui est là-bas. Parce que nous, on a une spécificité. Parmi le personnel administratif et technique de service, nous avons du personnel qui a été formé par l'École nationale des arts et métiers de la culture, des médiateurs culturels. Et ceux-là œuvrent dans la mise en œuvre de la politique culturelle. Et il faut pour moi mettre à profit ce corps au niveau justement de nos partenaires qui se trouvent un peu partout ailleurs dans le monde. Parce que nous, on a l'habitude de les recevoir ici. Ils viennent, soit c'est des directeurs de musées, vous voyez, c'est des enseignants, c'est des acteurs culturels, vous voyez, gestionnaires de patrimoine, et il est évident pour moi qu'il faudrait en faire autant. On en reçoit, mais autant il faut en envoyer, tant que les partenariats nous permettent de le faire. Et pour moi, la logique est assez simple à ce niveau, c'est pourquoi je vois les choses un peu de cette manière-là. Il faut s'ouvrir, il faut véritablement s'ouvrir. Donc véritablement s'ouvrir et ouvrir l'ENAMC vers le monde, comme vous venez de le dire. Donc pour paraphraser un peu Senghor qui disait s'enraciner puis s'ouvrir. Et dans cette logique d'ouverture, on a vu que vous avez initié tout récemment, et je pense que vous en êtes à votre deuxième édition de donc Art Pont, Art sous les ponts, et là qui a connu tellement de succès. Et qu'est-ce qui vous a motivé un peu? C'est toujours dans cette logique-là de pouvoir montrer aux autres ou bien à l'extérieur ce qui se fait au niveau de l'ENAMC, ou bien tendre aussi la perche de pouvoir dire à l'artiste il faudra s'ouvrir, il ne faut pas s'enfermer dans ce cocon-là, surtout à l'aune de ce siècle où vraiment on parle d'interculturalité, on parle d'échange, on parle de donner, du recevoir. Oui, effectivement, l'initiative Pont Art est née avant que je ne vienne à l'École nationale des arts et métiers de la culture. Donc ça a été initié par mon prédécesseur qui était là-bas, en concert avec les collègues qui y sont toujours. Et d'ailleurs, je me rappelle, c'est le jour de la première édition, c'est ce jour-là que mon décret est sorti. Donc je suis venu, je me suis installé, il y avait en gestation la deuxième édition, mais pour moi, il fallait en parler. Il fallait s'ouvrir. Médiatiser. Exactement. Médiatiser, parler de ça, de la richesse, de la pertinence de ce qu'il fallait faire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai associé tous les acteurs qui devaient venir, toutes les directions du ministère, le secteur informel. J'ai appelé vraiment à tout le monde de venir voir ce qu'on fait à l'École nationale des arts. Et ensuite, dans un second temps, on décloisonne l'offre de formation. Ce qu'on faisait entre quatre murs, on vient le faire dans une place publique. Permettre aux uns et aux autres de venir prendre le pinceau, de toucher, mettre la couleur, la peinture par-ci, par-là. Démystifier. Exactement. Et de permettre maintenant aux acteurs, aux musiciens de jouer en live, de montrer le savoir-faire, pour permettre au grand public de savoir, voilà ce qui se fait à l'École nationale des arts et métiers de la culture. Et comme Pont Art,
on a deux côtés d'un pont. On a l'école ici, on a la communauté là. Ça permet de, voilà, d'associer, de fédérer tout le monde quelque part. Tisser des liens, exactement, échanger, présenter, se découvrir et ensuite faire intéresser surtout la population. Tout à fait. Quelles sont donc les perspectives que vous avez? Voilà, les perspectives, c'est vraiment d'abord de hisser le standard de l'École nationale des arts et métiers de la culture, vraiment à un standard qui sied par rapport à sa renommée. Qui sied par rapport à sa renommée. Ça, c'est dans le point de vue cursus pédagogique et tout ça, dans les contenus, au niveau des enseignements apprentissages. Et dans un second temps, ériger un bâtiment digne de ce nom pour l'École nationale des arts et métiers de la culture. Refondé. Je suis en train d'y travailler avec la tutelle, le ministère qui m'accompagne, et on est à un stade véritablement avancé. Et d'ailleurs, je vous en ferai part lorsque le processus évoluera un peu plus. Vous allez voir que vraiment les autorités sont véritablement conscients de la nécessité, en commençant par le président de la République, le président Bassirou Diomaye Faye. Il donne des instructions à ce que cette école-là puisse voir le jour. Et je pense que cette préoccupation, si nous l'avions une décennie avant, aujourd'hui, on ne parlerait plus de... Pas là. Voilà, exactement. Et pour moi, ça va donner une plus grande part de crédibilité aux acteurs que nous allons former. Un bâtiment digne de ce nom, des compétences avérées avec tout ce qu'il faut. Donc, un nouveau visage pour l'ENAMC, donc je dirais, donc, qui va vraiment montrer à la face du monde des preuves de tout ce qu'on a comme artistes aujourd'hui et des professionnels dans le milieu artistique et culturel. Et vraiment, c'est au niveau de cette question-là, avec un cœur peut-être meurtri, je dirais, qu'on va arrêter, que l'émission tire à sa fin. Et là, votre dernier mot, M. Thiam. Voilà, le dernier mot, c'est véritablement un mot de remerciement. D'abord à votre endroit, vous qui me permettez justement de parler aux téléspectateurs qui nous suivent. Ensuite, à l'endroit de mes collaborateurs, avec qui je travaille à l'École nationale des arts et métiers de la culture. Parce que sans qui, je ne pourrais pas éventuellement faire grand-chose. Spécialement remercier mon responsable de communication, M. Matar Koundoul aussi, qui sans cesse crée des opportunités pour qu'on puisse faire parler de l'école. Qui est très dégoûté. Voilà, exactement. Voilà, tout à fait. Et aussi remercier sans cesse les autorités qui nous accompagnent. Les autorités, oui. Voilà, parmi lesquelles le directeur général de la culture, M. Abdou Diatta, mon président du conseil d'administration, Massina Kamara, voilà, le collègue Massina Kamara. Voilà, le secrétaire d'État, M. Bakary Sarr, Madame le ministre de la Culture, Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Madame Khadija Ngaye, le Premier ministre Ousmane Sonko, Monsieur le Président de la République. Vraiment parce que, en fait, avoir des ambitions, c'est bien beau. Mais si on n'est pas accompagné, ça pose problème. On ne peut pas les concrétiser, les réaliser. Exactement. Mais si on a des autorités qui nous poussent à aller vers, là, c'est vraiment avec un peu d'effort, on peut y arriver. C'est pourquoi je leur adresse ces vifs remerciements. Vraiment soutenus. Soyez-en remerciés aussi, M. Thiam. Et vraiment, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Donc, l'émission voilà, tire à sa fin. Et voilà, nous sommes ici au niveau de Télé-École. Et comme d'habitude, au niveau de l'émission Éducar, l'émission 100% éducation, 100% culturelle. Et c'est au niveau de ces mots qu'on va vraiment se quitter et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois pour un autre numéro de l'émission Éducar sur la chaîne Télé-École, la chaîne 100% éducation, 100% culturelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Thiam. Merci, M. Fofana. Merci à vous.